J'étais à Drancy, et puis je vois un attroupement, c'était au 2e étage, dans un couloir, tout un attroupement autour d'une personne qui était en train de faire des cartes. Je regardais, j'étais curieux, et puis je dis comme ça, je peux tirer une carte? Et le monsieur me regarde, je prends une carte, je lui donne, il me regarde, les yeux grands ouverts, très surpris. Il me dit comme ça, vous avez de la chance, vous. Vous allez revenir d'où vous partez. Auschwitz, Birkenau, Varsovie, Putno, Dachau, Kaufring, Allach. Voilà ces villes, ces noms qui défilent, qui éclatent dans ma tête. Ce souvenir ne pas oublié. Pourtant Elie Wiesel écrivait, vous voulez comprendre, il n'y a plus rien à comprendre. Vous voulez savoir, il n'y a plus rien à savoir. Ce n'est pas en jouant avec les mots et avec les morts que vous allez comprendre et savoir. Au contraire, la leçon de l'Holocauste, si leçon il y a, c'est que notre force n'est qu'illusoire, et qu'en chacun de nous, il y a une victime qui a peur, qui a froid, qui a faim, qui a honte aussi. Si l'écho de leur voix faiblit, nous périrons. Nous pensons que le triomphe de l'ennemi serait l'oubli. Il faut donc que l'inouï soit écouté, et l'innommable nommé. Le temps qui passe risque d'estomper la réalité de la solution finale de la question juive. Il faut transmettre, même si ni l'indicible, ni l'inadmissible ne peuvent être entièrement compris. Voilà pourquoi nous tenterons d'être des relais de la mémoire. Cette mémoire dont le Baal Shem Tov disait qu'elle est la racine de la délivrance, comme l'oubli est celle de l'exil. Même s'il n'y a pas d'histoire plus difficile à raconter dans toute l'histoire de l'humanité, nous tenterons. C'est difficile de dire l'émotion, de dire les pleurs. Tout le monde pleurait sur ce quai, moi le premier, les autres, tout le monde était... Et je me souviens l'angoisse, savoir est-ce que mes parents sont là, est-ce qu'ils sont pas là, est-ce que je retrouve la famille, est-ce que je retrouve pas la famille. Le survivant est conscient du devoir de témoigner, de raconter. Et Maxi Librati répète inlassablement, c'est pour mes enfants que la transmission est importante. Et pour Maxi Librati l'un des principaux commandements. Il conserve non seulement le souvenir de ses parents, mais il cultive leur héritage qu'il transmet aux siens. Chaque fois qu'il retourne à Saint-Fons, où il est né, il ne manque pas de se rendre sur les tombes de ces êtres qui lui sont les plus chers, son père et sa mère. La communauté juive de France verra près de 76 000 des siens envoyés dans les camps de la mort. Près d'un quart de la communauté aura disparu. Le seul fait d'être juif les enverra dans ces camps avec la collaboration du régime de Vichy. En août 1943, Maxi Librati a 18 ans quand il est arrêté à Lyon, place Bellecour. Tu vois que c'est ici, j'arrivais par la rue Victor Hugo, et puis je me suis retrouvé là, place Bellecour. J'avais juste à traverser la rue, et là il y a eu la rafle du mois de juillet, et c'est ici que j'ai été pris, et de là, c'est de là où je suis parti pour Montluc, à prison Montluc. Voilà, ça se trouve là, deux pas de chez nous. En 1915, les usines de France ayant besoin de main-d'œuvre, un groupe de juifs marocains répondit à l'appel. Ils sont devenus manœuvres chez Saint-Gobain et Rhône-Poulenc à Saint-Fons. Saint-Fons est pour Maxi Librati
la Matrice, cette ville où ses parents sont arrivés du Maroc, de Taroudan exactement, près de Marrakech, durant la Première Guerre mondiale. Bon, mes parents, ils ont été au commissaire de police, ils ont été prendre des renseignements, voir ce qui se passait. Puis un jour, mon père a pris un avocat et il a écrit au maréchal Pétain une lettre en disant qu'il aimerait bien savoir des nouvelles de son fils qui était parti, qui avait été déporté, qui avait été arrêté en gare de Perrache. Et là, le maréchal Pétain lui a répondu en lui disant qu'il ferait le nécessaire auprès de la communauté pour savoir qu'est-ce qu'il était devenu, mais qu'il ne fallait pas qu'on se perde du souci, qu'il était peut-être bien, qu'il était parti faire du travail en Allemagne et qu'il allait revenir. Malraux a raison de dire que là-bas, ce fut les leçons données pour la première fois par l'homme à l'enfer. J'ai fait une lettre à mes parents en leur disant, écoutez, ne vous inquiétez pas, je suis au Fort Montluc, rien de grave, surtout, sachez que j'ai un bon moral et que tout va bien. J'ai profité de ce que le SS me tournait le dos pour prendre la pierre et la jeter par-dessus le mur. Malheureusement, il y avait 2 enceintes et la pierre est tombée au-dessus du premier mur, du deuxième mur. Elle est tombée à l'intérieur. Quelques heures après, 2 SS sont arrivés, ont demandé Libradi Mardoché. Je ne pouvais pas faire autre chose que me présenter, je me suis présenté. On m'a emmené dans une salle, on m'a demandé c'est bien vous qui envoyez ce message à vos parents? Je lui ai dit non. Il me dit comment c'est vous qui avez écrit? Je vous dis ça, j'ai dit non. J'étais un enfant, je voulais m'entêter de dire non, mais c'était stupide, mais j'avais dit non. Et je continuais à dire non. Ah, c'est comme ça. Alors à ce moment-là, on m'a emmené dans le bureau, on m'a fait baisser la tête, ils ont pris ce qu'on appelle une schlag, on a commencé à me donner des coups. J'avais tout le dos bleu vif, et bon, à la fin, je n'ai pas pu faire autrement que dire alors tu as vu, est-ce que... Et je n'ai pas pu dire autrement que c'était moi qui avais envoyé ce message. Et je suis là, tourné en rond dans cette cellule, à ne rien faire, on n'a ni livre, on a juste le droit de dormir et d'être allongé. Et je vois cette lucarne au-dessus de moi et je me dis qu'il faut absolument que je l'atteigne. Et alors dans ce coin, il y a dans un angle de mur, et pendant une journée entière, je me suis entraîné à mettre les mains, mais chaque fois les épaules touchaient le mur pour essayer d'atteindre cette petite fenêtre. Enfin, avec un peu d'entraînement, je réussis à me percher sur cette petite cornière et à regarder à travers la lucarne ce qui se passe à l'extérieur. Et qu'est-ce que je vois à l'extérieur? Un va-et-vient de gens qu'on prend le matin et qu'on ramène le soir. Le matin pour l'interrogatoire et le soir pour le retour. Et bien entendu, l'homme était différent à l'aller qu'au retour. La tortue, je suis perché sur cette partie du mur et ils me surprennent en flagrant délit. Ah vraiment là, ils n'ont absolument rien fait. Ils ont simplement pris mon sac de couchage, ils l'ont sorti et ils m'ont laissé à l'intérieur de la cellule qui faisait 2 mètres sur 2 mètres. Et ils ont écrit sur ma porte ODSN du 5 au 10 de février. Et je suis resté pendant 5 jours sans manger. Ça a été ma punition. De Fort Montluc à Drancy, plaque tournante de la déportation, lieu de rassemblement et de triage. Dans ces HLM inachevés de la cité de la Muette, internés par groupes ou isolés, tout d'abord des hommes, puis des femmes, des enfants et des vieillards furent déportés vers les camps de la mort, plus particulièrement à Auschwitz. Le nom de Drancy restera dans l'histoire de France comme l'un des symboles de l'Holocauste et du martyre juif. Le 31 août 1943, Maxi réussit à envoyer une lettre à ses parents. Nous avons été tous convoqués pour être déportés quelque part en France ou à la frontière allemande. Nous sommes tous 3 camarades qui nous entendons très bien. Nous avons un très bon moral. Surtout, ne vous en faites pas. Ne vous faites pas de mauvais sang pour moi, chers parents, car vous pouvez, je vous assure, avoir confiance en votre fils Mardoche. Vous savez que nos amis Françoise, Sarah, Sol, Marinette et Marcel aussi partent avec moi. Eux sont partis directement gazés
dès leur arrivée, alors que moi je suis resté en tant que travailleur. Auschwitz-Birkenau, le plus important lieu de mise à mort. On passe du stade artisanal au stade industriel pour appliquer minutieusement la solution finale. Dans le camp de Birkenau, nous étions tous les matins à la pelle. Nous sortions le matin à 6 heures pour que la pelle se passe vers 7 heures. Nous étions pendant 1 heure à attendre les uns derrière les autres, en file indienne, bien organisée, bien droit. Et le SS arrivait au bout d'1 heure. Nous étions déjà transis de froid. Et le SS passait à chaque passage devant chaque homme. Il s'arrivait, il disait un à droite, un à gauche, un à droite, un à gauche. On avait tout de suite compris. Ceux de droite retournaient au bloc et les autres étaient inscrits pour le crématoire. Le lendemain matin, un convoi partait. Et tous les matins, c'était la chance qui nous souriait. Combien de fois, quand vous étiez l'ami du capot, vous aviez été sélectionné, et bien le capot décidait, il prenait un autre numéro sur le bras d'un arrivant, et il partait à sa place au crématoire. Et son ami était sauvé. Le 27 avril 1940, ce camp est créé sur l'ordre d'Himmler. Un énorme camp de 42 km² de superficie, où le premier convoi arrive le 14 juin 1940. Dans ce lieu, le climat était brûlant en été, et en hiver, la température descendait au-dessous de moins 30 degrés. Birkenau est destiné aux exterminations. Himmler puis Eichmann avaient chargé Rudolf Höss, qui devint le commandant du camp d'Auschwitz, de mener à bien cette entreprise. Il s'en acquittera comme un SS avec autant de zèle que de compétences. Oui, je me souviens. C'est exactement ces mêmes nuits que je retrouve aujourd'hui. Nous étions à 3 par partie. Voilà, allongés, avec en tout et pour tout une seule couverture pour passer notre hiver. Dans la ville lumière, dans ce Paris où il se sent si bien 50 ans plus tard, Maxi Librati pourra dire, comme le poète Edmond Jabès, regarder en arrière pour le juif, c'est voir le futur avant de le vivre. Aujourd'hui, Maxi peut libérer ses larmes, même s'il le fait rarement. Il a vu, vécu cette mort ensemble. Aujourd'hui, il le répète dans ses actes bien plus que dans ses paroles, il veut montrer que l'on peut et que l'on doit vivre ensemble. À cette époque, il était dans une autre planète, le temps s'était arrêté, il était immobile, témoin d'un monde juif disparu dans le sel et le soufre polonais. Maxi Librati, un nom devenu une marque de prêt-à-porter. À 2 pas de la place de l'Étoile et des Champs-Élysées, sur l'avenue Marceau, Maxi Librati a ouvert une belle boutique qui s'inscrit dans la liste des grands noms de la haute couture française. Sûr de lui-même mais discret, fier et timide à la fois, on retrouve Maxi Librati dans ce haut lieu parisien. On a peine à reconnaître l'autre Maxi, le Maxi des camps. Est-ce un rêve éveillé? Non, ce n'est pas une revanche, mais c'est ce fil ténu qui le pousse à crier que la vie est plus forte que tout. Tu choisiras la vie, dit la Torah. Maxi, qui fut tour à tour ajusteur, forgeron, déporté vivant, footballeur, représentant de commerce, vendeur, est devenu patron. Dépourvu d'argent et de moyens, mais non de volonté, d'imagination, Maxi a su prendre le sentier dans ses bras et Paris dans son cœur. J'ai ouvert mon affaire en 1963, pratiquement avec aucun capital, avec pratiquement rien. Et j'ai commencé tout doucement le métier. Le métier, ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'ai commencé à fabriquer ce qu'il y a de plus simple. J'ai commencé à fabriquer des jupes, des blouses et des robes tout simples. Et c'est comme ça. Et d'année en année, j'ai amélioré. Et avec le temps, je me suis formé, je me suis forgé à ce métier. Et j'ai amélioré d'année en année. Il est certain que
J'étais très bien entouré, j'avais autour de moi de bonnes stylistes, de bons modélistes, j'avais autour de moi de gens qui faisaient du marketing, des bons commerciaux, et d'année en année, j'ai développé ce métier. Régine, la grande Régine, a travaillé avec moi en tant que vendeuse. Moi j'étais vendeur, elle était vendeuse, et nous avons fait les premiers pas pendant une première année. Et tout doucement, jusqu'au jour où elle a monté, elle, à Saint-Germain-des-Prés, sa première boîte Régine, et moi je montais à Saint-Germain-des-Prés ma deuxième boutique, qui ne s'appelait pas Maxi-Boutique, mais qui s'appelait La Gaminerie. En effet, la Gaminerie a été classée comme boutique contemporaine. Vous trouvez dans la Rousse illustrée en tant que boutique de l'époque. Moi j'ai choisi un créneau de clients pour être élégant, pour prendre un produit de qualité à un prix abordable et qu'elle puisse être satisfaite. Je ne suis pas une mode très jeune pour les 14 ans, 16 ans, 18 et 20 ans. C'est un mot, c'est un style, c'est un produit de qualité. Nous trouvons la marque Maxi Librati en Angleterre et en Finlande, en Espagne, en Italie, aux USA, à Hong Kong, mais aussi en Arabie Saoudite, au Koweït, au Liban et bien évidemment en Israël, signe, si besoin était, d'une réconciliation qu'il appelle de tous ses voeux. L'atelier de Maxi Librati, miroir de sa vie. On y retrouve les petites mains, les couturières et les coupeurs venus de partout. Pour lui, ce qui compte, c'est l'homme. De Tunis ou de Marrakech, d'Istanbul ou de Lagos. Maxi fait de cette différence une certaine unité du genre humain. Ce qui compte, c'est le sérieux et le professionnalisme. Avec une ténacité et une tranquille détermination, il donnera l'exemple du bonheur de donner la vie à ce tissu, choisi en Extrême-Orient et en Italie, mais auquel il donne forme et vie dans cette ville, symbole de la haute couture. Je vais doubler avec ça. On va doubler en double. Voilà. Mais pas complètement. Juste un bas-volet. Est-ce que ça vous a fait bas-volet? Non, c'est un autoplait, c'est une veste non doublée. Je veux, on ne peut pas mettre ça alors. Parce que c'est lavable ça. C'est là-bas? Oui, c'est lavable. Ah, le reste de Josiane. Donc, allez-y, je vais voir avec les maris. Quand j'ai travaillé pour Cyril Forgeron, je me suis rendu compte qu'après mon travail, j'étais toujours en train de me laver. J'avais les ongles noircis, j'avais les oreilles pleines de suie, j'avais les narines pleines de poussière, et tous les soirs, j'avais beau me laver, je me sentais toujours sale. J'ai eu la chance d'être un serrurier forgeron. Et c'est un peu grâce à ça que je n'ai jamais eu peur du travail. Avec qui j'ai fait, voilà, par exemple ça, on n'aurait jamais accepté. Alors il fallait tout casser. Voilà. Voilà. Après on récupérait, après les briques, on récupérait tout ce qui était la ferraille, tout ce qui était le cuivre, tout ce qui était le plomb. Et tout ça a été mis à part. Et comme ça, on a travaillé pendant une année entière pratiquement. Regarde, ça, on n'aurait jamais laissé perdre ça. Ça servait à l'armée allemande, à toute son industrie, pour construire leurs tanks, pour la récupération de toute la ferraille. On récupérait le cuivre, on récupérait le plomb. Enfin, tout était bon. À cette époque-là, je pense qu'Hitler avait besoin de matières premières qu'il ne pouvait pas avoir ailleurs. Et nous autres juifs, nous étions, si vous voulez, les ouvriers de dernier ressort pour essayer de refaire démarrer toute l'industrie allemande. Et nous étions des ouvriers qui n'étaient pas payés cher et qu'on enterrait très facilement. Le froid a éliminé beaucoup de nos camarades. Et je crois que ça a été le pire de nos ennemis à ce moment-là. C'est vrai, voilà. On aurait aimé avoir ce feu il y a quelques années. L'hiver 43-44, il faisait jusqu'à moins 35, moins 40 degrés. Mais nous avions trouvé l'astuce pour garder
contre le froid, on avait des sacs de ciment. Je ne sais pas si j'en trouverai un ici. Des sacs de ciment, on coupait le haut, on enfonçait les sacs et on avait tout. Le ciment nous protégeait tout le papier. C'était du gros carton tout autour. On en mettait dans le dos et on n'avait plus froid. Nous étions malades. Les uns partaient les uns après les autres, sans espoir. Et grâce à cette chance, aujourd'hui, je peux être ici aujourd'hui pour confirmer, pour certifier que ça vient d'exister un jour. Et je vais vous montrer, j'ai quand même un numéro qu'il faut aujourd'hui. Je ne sais pas si ce numéro peut vous servir, mais regardez. Je suis un vrai témoin, pas un faux témoin, quelqu'un qui raconte la vérité, quelqu'un qui a vécu et quelqu'un qui est encore aujourd'hui présent. 1943, soulèvement du ghetto de Varsovie. Ces combattants, dira Joseph Kessel, décharnés, déguenillés, ont dans le dédale des caves, dans la fange des égouts et dans leurs excréments, tenu en respect les soldats de la Wehrmacht, les bataillons SS ainsi que les Ukrainiens, les Lituaniens et les Polonais à leur solde. Pour la première fois depuis 2000 ans, il y eut un fragment de terre, minuscule sans doute et couvert de décombres, mais sacré par le sang versé et l'ennemi confondu. Il y eut, la durée ne compte pas lorsque sont en jeu les signes suprêmes, une parcelle de terre qui fut terre juive. La preuve sera faite alors, écrira admirablement Bernanos, qu'aucune persécution n'est capable d'en finir avec un peuple dont le génie est précisément de lasser la patience et d'épuiser l'imagination des bourreaux. Et nous crierons ce splendide chant de Gluck, Sag mir kein Mal, ne dis jamais, car demain le soleil luira pour aujourd'hui. Alors ne dis jamais c'est mon dernier chemin, un ciel de plomb cache de bleu lendemain. Viendra enfin notre heure tant attendue, notre pas résonnera bien fort, nous sommes là. Henri Boulavko rappelle que si les souvenirs de ceux qui furent des témoins acteurs ne se partagent pas, l'héritage des glorieux combattants juifs appartient à ceux qui se montreront dignes de le recevoir. Qui a la réponse, demande Claude Lanzmann. Peut-être se trouve-t-elle dans l'effort de ceux qui s'attachent à percer l'insaisissable, à raconter bribe par bribe leur propre existence. Ces témoignages forment un tout à jamais achevé, car il y a toujours quelque chose à découvrir. Chaque écrit, chaque récit a le mérite de frayer la voie qui mène à un peu plus de compréhension. L'indicible sera chaque jour un peu plus éclairé. Oui, si ça vous rappelle quelque chose, ces égouts, bien sûr. Je me souviens d'une petite jeune fille de 18 ans, toute blonde, qu'on a réussi un soir à rattraper et que les SS ont violé tout de suite dans le ghetto. Et au beau matin, on l'a fusillée. Une fois morte, on l'a brûlée. On l'a brûlée, on lui a rendu les honneurs en faisant une couche de bois, une deuxième couche de bois, une troisième couche de bois, et là-dessus on a mis son corps, arrosé d'essence, et on l'a brûlé. C'était un symbole, c'était les honneurs qu'on lui faisait. Cette pauvre fille aurait pu vivre aujourd'hui. Elle était à quelques mois de sa libération, puisque ça s'est passé en mars 44 et que nous sommes partis en juillet 44. Maxi arrive à Varsovie, où eut lieu le soulèvement le plus connu parce qu'il s'est déroulé dans la capitale polonaise, et surtout parce que de très nombreux documents nous sont parvenus. Ici, c'était une église, ici c'est l'Epaviak. Oui. Cette rue s'appelle maintenant rue Mordechai Anielewicz, Oui. et pendant la guerre et avant la guerre, c'était Gensha. C'est Genshuvka. Oui. Et après, à Dachau. Voilà. Oui. Et j'étais à Dachau, oui. Et de Dachau, Oui. on nous a mis dans les camps, dans les satellites qui s'appellent Kaufring. Kaufring. Kaufring est un satellite, c'est un petit camp autour de Dachau. Et de Dachau, de Kaufring, on est parti sur Allach. Allach, A2LAH. Oui, c'est ça. Voilà. Oui, c'est ça. Maintenant, moi, je vois très bien. Et il y avait les SS qui étaient parqués dans les bâtiments, là. Et nous, on avait le bâtiment ici. Vous voyez, Et tout les près était tous les SS. Ça, c'était les bâtiments des SS. Et vous avez... Moi, j'ai ça. Ah, moi, je veux bien ça. Oui. Vous avez des photos de merci. Varsovie d'ici échappé à Côte-Nord. Arbeit macht frei, le travail rend libre. Auschwitz, ces deux syllabes portent en elles la terreur et la mort. Terrible,
le temps météorologique renforce l'impression que le temps historique s'est arrêté ici, dans ce haut lieu de la mort, qui aura vu périr des millions d'êtres humains. À voir l'étendue du camp d'Auschwitz, on doit se souvenir qu'ici a fonctionné l'usine de la déshumanisation et de la mort. Ce fut une nuit sans fin où l'on commit un crime planifié, sans précédent. Je suis parti dans un convoi avec un millier de personnes et pendant ce trajet, le wagon qui nous précédait, il y a eu une tentative d'évasion. 5 jeunes ont réussi à s'échapper, mais ont été rattrapés. L'alerte a été donnée, retrouvés, ils ont été fusillés. Mais ce qu'il y a de plus grave, c'est que les personnes qui étaient dans son wagon, on les a fait déshabiller complètement, ils étaient complètement nus. Les SS leur ont donné une simple couverture. Ils sont remontés dans le wagon, et la première chose, en arrivant à Auschwitz, ils sont partis au crématoire directement. Les personnes me demandaient si j'avais de la famille avec moi. J'avais répondu non. Je n'ai personne avec moi, toute ma famille est restée à Lyon. Je me souviens, il neigeait à ce moment-là, et comme nous étions en haut d'une colline, eh bien on prenait chacun un bras du mort et on lançait le cadavre sur une petite glissade et on riait à ce jeu parce que la mort nous touchait pas. Pierre, c'est pas on se revoit comme ça fait plaisir et 50 ans après. Alors si aujourd'hui il y a quelqu'un avec qui je pense et qui m'est resté gravé en mémoire, c'est quand même ton père, avant toi. Tout à fait. Avant toi. Il me précédait à un certain moment, après il me suivait, étant donné que pour le numéro, il m'a fait immatriculer avant lui, Oui. et il portait le numéro 7, 145 980. Et moi, là, si je dois regarder, moi, je dois avoir le numéro 145. Donc, alors, si il y a 70 numéros d'écart. Toi, tu as quel numéro? Oui, 996, 86, et moi, j'ai 922. Je revois ce visage, je reconnais le père et je ne reconnais pas le fils. Parce qu'à l'époque, le père avait ce visage-là. Il y a 51 ans, quand nous sommes arrivés au camp de Birkenau, nous étions partis 4 jours plus tôt de Paris, et arrivé le 2 septembre, le convoi du 2 septembre de Paris, qui a dû arriver le 5 septembre à Birkenau, comportait 1000 personnes qui étaient parties de Paris, mais 662 ont été gazées par les Allemands le jour même de notre arrivée. Au départ de Paris est un train qui était divisé, c'est-à-dire qu'il y avait les familles, puisque j'avais ma mère, mes 2 sœurs, ils n'avaient pas séparé les familles, ils les avaient mis par wagon à bestiaux, environ 90 ou 100, et pour eux, on partait vers Pichipoi. C'est un mot que j'ai retenu 50 ans. Ce mot Pichipoi était un mot qui, pour les Polonais, voulait dire nulle part. Donc ils savaient exactement où nous partions nulle part. Nous sommes partis sur la gauche, où il y avait la sélection. Un SS parlait français, et le SS demande à une personne qui était devant, votre profession, monsieur. La personne se retourne, d'une quarantaine d'années, et il dit à l'SS, je suis avocat à la cour. C'était un titre, et il donnait le titre, et sa profession libérale l'a donné, puisqu'il demandait les métiers de chacun. L'SS lui dit, mais monsieur, veuillez monter dans le camion. Comme les enfants montaient en camion, comme les personnes âgées montaient en camion. Et résultat, il se retourne vers nous, cet avocat, et il nous dit à nous, et mon père s'en est rappelé, moi je m'en ai rappelé parce que mon père me le disait. Je me trouve à l'endroit exact où, lorsque nous avons évacué les ghettos de Varsovie, sur la route, nous sommes arrêtés le soir, au bout de la 3e nuit, et là, tout près de cette rivière, se sont jetés les premiers déportés qui avaient soif. Et de ce pont que vous voyez dans le fond, là-bas,
Le SS a commencé à mitrailler. Il y avait 7 cadavres qui jonchaient dans cette rivière. Nous nous sommes retirés et nous sommes installés ici même, à l'emplacement où je suis. À partir de ce moment, une idée m'est venue. J'ai eu l'idée de pouvoir peut-être, puisque l'eau était si près, si je creusais tant soit peu, je trouverais certainement de l'eau en creusant entre 1 mètre, 1 mètre 50. Et j'ai pris cette petite cuillère, ce genre de cuillère, et j'ai commencé à creuser. Et je commence et je tire. Voilà. Et je continue à creuser. Ça va durer comme ça. Ça va durer plus de 2 heures. 2 heures. Mais l'idée était là. Creuser sans arrêt. Même pu avoir se mouiller les lèvres et avoir quelques gouttes d'eau. C'était symbolique, c'était ça. À la mémoire de mes frères déportés et à la mémoire de tous ceux fusillés au bord de cette rivière pour une simple goutte d'eau. 17 juillet 1944. On revenait à la vie puisqu'on nous a donné notre carte de déporté. C'était la première pièce d'identité que nous avions puisque quand on est revenu d'Allemagne, nous n'avions rien sur nous. Hein. Nous avions notre matricule, notre nom peut-être si on s'en souvenait, mais c'est tout ce qui restait. Et dès l'instant où on avait traversé la frontière, c'était fini, on avait récupéré, on reprenait notre identité. L'hôtel Lutetia, lieu de rencontre des rescapés. Maxi a 20 ans, il pèse 35 kilos. Sur les 1000 déportés de son convoi ne reviennent que quelques-uns. Il lui faut réapprendre à vivre dans un monde normal, supporter... Et tout le monde le suivait, il est habillé avec son costume rayé. L'âge que j'ai pu entendre sur lui était un objet d'heureux, est toujours un objet d'heureux. On ne peut pas parler de lui, je suis très content qu'on parle de lui au présent et pas au passé. Un objet d'heureux, un homme qui a compris le sens de l'humanisme, un homme qui a compris que l'autre qui souffre comme lui est son frère. Et je crois que dans toutes ces étapes qu'il a suivies, depuis Auschwitz jusqu'à Varsovie et d'autres camps qu'il a fait par la suite, il a préservé ces valeurs qui, à mon avis, sont fondamentales pour qu'un individu sortant de l'enfer puisse être un grand témoin pour nous. À 2 pas de l'Étoile, on a ouvert la vitrine des relations franco-israéliennes, la Maison France-Israël, lieu de rencontre privilégié de 2 cultures, de 2 civilisations, qui ont cultivé l'amour sur le mode de la passion et qui voient passer toutes les personnalités qui comptent, tant en France qu'en Israël. On a réussi à faire cette maison pour Israël. Et nous sommes d'autant plus heureux d'avoir Maxi Librati que non seulement actuellement il nous aide beaucoup et joue un rôle très important dans cette maison, mais nous connaissons son passé, son histoire, qui est l'histoire d'un homme qui a beaucoup souffert, qui a surmonté les épreuves de la guerre. Israël, c'est d'abord, au lendemain de la Shoah, la résurrection de l'État juif après 2000 ans d'exil, précisément au moment le plus dramatique de l'histoire juive. Israël représente beaucoup pour chaque juif, mais plus encore pour un ancien déporté qui se souvient. Pour Maxi Librati, l'existence de l'État d'Israël est le meilleur, ou peut-être le seul moyen, d'empêcher un nouvel Auschwitz. En regardant Jérusalem, et en pensant à Jérusalem, je pense surtout à mes parents. Mon père qui aurait aimé vivre ici à Jérusalem. Lui qui est né au Maroc, tout près de Marrakech, à Taroudan, d'une famille nombreuse de 8 enfants, et qui est venu en France pour faire la guerre de 14-18. Et en France, il rencontra ma mère, une famille Shriki, qui était venue s'installer à Lyon, tout près de Saint-Fond exactement. Et c'est là qu'il créa une famille de 15 enfants dont je suis l'aîné. Tous les combats, il luttera pour toutes les bonnes causes, pour lesquelles à bras le corps et à bras le cœur, il se donnera entièrement, de l'entraide fraternelle au secours des synagogues, en passant par la lutte depuis ses débuts pour les Juifs du silence, qui devint celle des refusniks. Jérusalem, cette ville d'or, de lumière et de cuivre, que la chanson de Naomi Shemer a rendue encore plus éternelle, carrefour de la mémoire, qu'il aime de toutes ses forces, de toute son âme, et que ses parents lui ont fait aimer par-dessus tout.
la vallée des communautés, essaye dans ce décor de conserver le nom des villes où se trouvaient durant cette tragique période des kéhilotes, des communautés. Des milliers de jeunes juifs du monde entier font le parcours qui les mène de Varsovie à Cracovie, en passant par Lublin, et vont dans les camps de la mort d'Auschwitz, Birkenau, Majdanek et Treblinka, avant de finir leur voyage pour le Yom HaAtzmaut en Israël. באותו הזדום יחד, והבדל אחד שהוא שוחרר ב5 ימים מלפני והיום צעדתי במצעד המוות. וכל שהוא ממרוקו, זה מראה אחדות השואה לכל עם ישראל, איפה שאפשר היה לקרוא. Après la prière des morts sur la scène, que Maxi aime chanter, il emmène souvent ses petits-enfants, Sarah et David, pour leur raconter des histoires. Pas celles qu'il connaît le mieux. Mais à sa manière, il témoigne, comme sait le faire un grand-père, qui raconte à ses petits-enfants son passé inimaginable et sa façon d'être juif et de voir Israël. Il sait qu'ils seront les relais de la mémoire. Le sport m'a apporté beaucoup, et c'est comme ça que je décide d'aller au Maccabiade et de participer au Maccabiade. Cher papy, nous sommes très heureux d'être avec toi pour ce 50e anniversaire de la libération des camps. Mazel tov. Merci.